Nous sommes en retard. Patrice est là ou non? Non, il n'est même pas là. Patrice, bon, moi je voudrais dire quelque chose assez simple sur ce sujet extrêmement compliqué qui est l'immigration ou les phénomènes migratoires et les changements structurels. Vous n'entendez pas? Voilà, ça va mieux. Et les changements structurels. Première remarque, à titre personnel, je suis ravi d'être là, parce que je suis venu il y a 4 ans, je crois, au Forum de Bamako, et depuis, j'ai un souvenir merveilleux de ces rencontres. Deuxième chose, beaucoup plus importante, et là je parle au nom de mes collègues Hippolyte Dalbis, qui est le grand aux lunettes, et Madame Castin, qui est la déléguée générale. Il se trouve que le Cercle des économistes, qui est une organisation assez connue, qui organise à Aix des rencontres, a décidé de s'associer avec le Forum de Bamako, et c'est un immense bonheur. Alors, ça prend une forme très précise. Le thème de cette année, pour Aix, c'est le problème de la confiance. Le thème du Forum de Bamako, 19e session à Bamako, 19e session à Aix, c'est le thème de l'immigration. On ne peut pas imaginer qu'on traite les problèmes d'immigration sans évoquer les problèmes de confiance, et réciproquement. Donc, le hasard de la vie, l'envie de travailler ensemble a fait que les deux thèmes que nous avons sont des thèmes qui vont se nourrir l'un l'autre et pour le plus grand bien, je pense, du développement des deux. Troisième remarque, le thème que vous avez choisi pour cette session est extrêmement difficile. Comme mon collègue Hippolyte, nous faisons beaucoup d'interventions. Je crois que je n'ai pas vu de thème aussi difficile. Immigration et changement structurel, c'est très difficile. Parce que, s'il vous plaît, messieurs, allez, vous allez vous asseoir gentiment et on commence la session. Donc, le thème que vous avez choisi est très difficile, puisque les problèmes d'immigration, on y reviendra, c'est un thème qui n'est pas facile à traiter. Et les problèmes de changement structurel sont des problèmes qui sont aussi majeurs, parce qu'il ne vous a pas échappé que l'économie mondiale, la trajectoire de l'économie mondiale, était en train de connaître une inflexion que l'économie mondiale n'a pas connue, de mon point de vue, depuis quelques décennies. Et nous rentrons dans un univers qui est un univers nouveau, et c'est cet univers nouveau dans lequel il faut intégrer le sujet de l'immigration. Alors moi, je vous propose quelque chose. Je vous propose que dans les 5 minutes dans lesquelles je vais intervenir, on réfléchisse au fait que la nouvelle mondialisation, puisque c'est de ça dont il s'agit, le monde entier est en train de réfléchir, de résister ou de promouvoir la mondialisation, mais on sent bien que ce qui fut le modèle des 20 ou 30 dernières années, ce modèle aujourd'hui est en discussion. C'est la discussion qui a été évoquée hier par Pascal Boniface avec beaucoup de talent, sur les conflits entre la Chine et les États-Unis, sur la désunion qui peut exister en Europe. Donc on est dans un dispositif dans lequel, en réalité, la confrontation par rapport à ce concept de mondialisation est nouvelle, et nous rentrerons, quoi qu'il arrive, dans un univers qui est un univers de, j'allais dire, de mondialisation et vraisemblablement modifié dans sa version la plus banale, c'est-à-dire la version tarifaire, ce qui régule les flux de biens et marchandises entre les pays, mais aussi sur les aspects plus culturels, mais aussi sur les aspects géostratégiques, comme Pascal nous l'a dit hier, mais aussi sur les problèmes qui sont des problèmes, j'allais dire, de manière plus dangereux, qui peuvent se retrouver dans des conflits divers et variés. Et moi, je pense que l'impensé, c'est-à-dire la difficulté à concevoir la mondialisation, repose pour partie, pas uniquement, mais pour partie par le fait que nous ne sommes pas capables de concevoir aujourd'hui un univers dans lequel on retrouverait, ce qui fut le cas dans les siècles précédents, des flux migratoires très importants. Donc l'immigration, me semble-t-il, est au cœur de la réflexion qu'on peut avoir sur la mondialisation, c'est-à-dire que, contrairement à ce que ce fut dans les décennies précédentes, c'est-à-dire un problème un peu tabou, un problème un peu marginal, même s'il était vécu par des populations d'un côté comme de l'autre comme très sensibles, évidemment,
je crois que ça va devenir un des sujets essentiels de ce que sera la construction d'une mondialisation que j'espère plus, plus sereine que celle que nous connaissons. Pour ça, nous avons besoin de comprendre deux sujets. Le premier sujet, alors évidemment, moi je m'exprime comme économiste et vous n'êtes absolument pas supposé ou obligé de suivre ce que je vais vous dire, mais depuis plusieurs années, je fais partie de ceux qui non pas ne croient à ce qu'on a appelé la stagnation séculaire, mais croient à un ralentissement très profond, durable, de l'économie mondiale. Ça ne signifie pas qu'il y aura un crack, ça ne signifie, ou des chocs très profonds sur l'économie mondiale, ça ne signifie pas qu'il y en aura ou qu'il n'y en aura pas, ça signifie que le trend, la trajectoire de l'économie mondiale, sera une trajectoire qui va prendre un cours nouveau, qui, de mon point de vue, est un cours durablement ralenti, au moins pour 4 raisons qu'il faut que vous ayez en tête, et je ne les développe pas parce que je n'en ai pas le temps, mais c'est très important d'évoquer ça, y compris parmi ceux qui poussent un sujet à un autre qu'on appelle les très remarquables économistes américains, qui croient qu'on va vers une stagnation séculaire. Séculaire, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est évidemment le fait que le vieillissement, c'est-à-dire la démographie, est majeur, et les pays, en réalité, les pays vers lesquels les flux migratoires se font, sont des pays qui vieillissent. On l'a vu à propos de l'Allemagne il y a 3 ans, quand Mme Merkel a accueilli une partie très importante des flux migratoires sur un registre qui était présenté pour les Allemands comme aussi un registre de financement de leur retraite. Donc il y a tout un sujet qui est beaucoup plus large que ça, mais qui est le vieillissement des populations. Le vieillissement des populations, c'est un facteur décisif pour le ralentissement des économies. Or, vieillissement, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas augmentation de la population. Ça signifie que l'âge moyen des populations augmente, c'est le cas à peu près partout, sauf en Afrique. Et ce ralentissement a des effets qui sont des effets de dynamisme économique, enfin, toute une série d'effets que je vous demande de considérer comme étant à peu près bien étudiés. Le deuxième sujet, c'est que le deuxième point qui pousse au ralentissement, et qui est, à mon sens, aussi important que le premier, c'est le fait que nous vivons une transition technologique. Cette transition technologique, les esprits un peu rapides et pas très soigneux considèrent que chaque fois qu'on supprime un emploi, on en crée un autre. C'est, vous savez, cette idée qu'il y a une compensation quasi immédiate. Dans les faits, ceci n'est jamais le cas, n'a jamais été le cas dans les révolutions industrielles. Et on a ce qu'on appelle, une sorte, dans les pays d'accueil, une sorte de, j'allais dire, de bipolarisation du fait qu'une partie de la population s'adapte très bien, gagne de l'argent, se sent bien, et une partie se sent exclue. C'est les mouvements divers et variés en Europe, c'est le mouvement des Gilets jaunes en France, c'est tous ces mouvements qui expriment de manière, alors là aussi, je n'ai pas le temps de le développer de manière, il faudrait le faire de manière beaucoup plus fine, mais expriment en tous les cas une inquiétude et une réalité pour une partie d'entre eux sur ce qu'est la déqualification de leur emploi ou la perte de leurs emplois. C'est le deuxième sujet. Le troisième s'impose évidemment par rapport à ça, c'est la montée des inégalités qui est quand même incroyable. Il faut bien qu'on imagine que ceci n'a jamais pris une ampleur aussi grande que depuis, j'allais dire, ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale. Donc on est dans un dispositif dans lequel les gens vivent, à tort, à raison. En France, c'est très curieux le débat sur les inégalités, mais le vivent comme étant quelque chose qui structure leur comportement. Et là aussi, on l'a vu, non pas tellement à travers les gilets jaunes, parce que c'est peut-être simplement un phénomène, j'allais dire, de communication, mais derrière tout ce que sont les perceptions, les mouvements divers et variés, de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui sont porteurs de ce discours. Ce discours est très important. Quatrième point, c'est évidemment le problème de l'environnement, dont le climat fait partie, mais qui modifiera l'ensemble des flux, et notamment les flux migratoires, puisqu'on parle volontiers de problèmes de flux migratoires liés à, la désertification, toute une série de problèmes climatiques qui bouleversent le monde. Ces 4 sujets, mes amis, il faut que vous les ayez en tête. Une fois de plus, c'est, juste une description très rapide, mais ils sont au cœur de ce qui est, ça c'est ma position, au cœur de ce qui est un ralentissement très significatif de l'économie mondiale,
pour les 10, 20 ou 30 ans qui viennent. Ce sont des phases de transition. Je suis incapable de décrire ce qui se passera. Je ferai volontiers des propositions sur ce qui pourrait se passer après. Ça aura un énorme avantage, c'est que je ne serai plus là pour pouvoir en parler, donc je ne serai pas critiqué. Donc ce phénomène-là structure l'évolution du monde, structure la mondialisation auquel nous allons être confrontés, et structure donc la manière dont nous devons le penser. Or, l'immigration sur un plan, j'allais dire, du débat politique, sur le plan du débat économique, Hippolyte va développer de manière beaucoup plus subtile que je ne le fais le débat économique, et beaucoup d'autres débats, mais nous avons beaucoup réfléchi tous les deux sur les mots qu'il fallait employer. C'est un débat qui est un débat en fait tabou. Les mots sont importants. Quand on parle d'immigration, c'est le qualificatif qui s'associe. On parle d'immigration choisie. Ça, c'est le Canada. Ça, c'est bien. Ça a l'air intelligent. Le seul problème, c'est que ça ne résout pas le problème. Mais c'est en fait vécu comme une solution. Il y a l'immigration dite subie. Il y a l'immigration dite rejetée. Il y a l'immigration dite zéro. Ce qui compte, c'est le mot qu'on associe à côté de ça et qui interdit d'avoir des débats qui soient des débats, me semble-t-il, des débats soigneux. Et si vous suivez mon hypothèse, un instant encore, que l'immigration, ou plus exactement, je préfère le mot de flux migratoires, car ils vont dans les deux sens, les flux migratoires, fait partie de l'organisation de la gestion du monde, c'est-à-dire de la mondialisation. Ça n'est pas un problème annexe, c'est un problème structurant de ce que sera la mondialisation, pour une raison simple, c'est que ces flux sont porteurs du rajeunissement de la jeunesse, et la jeunesse est celle qui permet vraisemblablement de sortir d'une phase de ralentissement de l'économie. La jeunesse, c'est quand même ça qui fait la croissance de pays, c'est le dynamisme. Si vous suivez cette hypothèse-là, à ce moment-là, il nous faut choisir un qualificatif. On a beaucoup discuté, Hippolyte, Marie et moi, depuis le début de nos trajets, sur ce mot. Moi, j'en choisis un qui est celui, vous allez voir, qui est assez subtil. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, je dis que le mot a au moins deux sens. C'est le mot d'immigration souhaité par les uns et par les autres, car c'est la mondialisation souhaitée. On voit bien que les mécanismes non pas de rejet, mais de débat sur la mondialisation aujourd'hui montrent qu'une partie de la population considère qu'elle n'est pas souhaitée. Et moi, je considère que si on intègre l'immigration comme un des éléments de la colonne vertébrale de ce que sera intellectuellement, conceptuellement, politiquement et économiquement la mondialisation, à ce moment-là, elle est souhaitée. Et je la définis de la manière suivante. Je vais dire quelque chose dans deux points, qui d'ailleurs vient en écho de ce que Pascal Boniface a dit hier, et qui est très délicat à aborder. Il l'a fait très bien. J'espère le faire aussi bien que lui aujourd'hui. Le premier mot, c'est que le premier aspect, c'est que l'immigration, les flux migratoires sont une donnée pour les années qui viennent. C'est une donnée. Ce n'est pas la peine de discuter inlassablement pour savoir si on a 100 000, 102 000, 110 000. Là, je parle des 50 ans qui viennent. Mais les flux migratoires seront majeurs pour les raisons que j'ai évoquées, ne serait-ce que pour des raisons climatiques, mais pour des raisons évidemment de rajeunissement de sociétés vieillissantes. C'est une donnée. Et vous voyez bien d'ailleurs que le discours de Trump, dans son caractère très excessif, d'une certaine manière me donne raison. C'est-à-dire qu'il ne trouve qu'un mur quelque chose en brique, pour pouvoir au fond résister à ce qui est des évolutions naturelles de nos sociétés. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, ça ne veut pas dire qu'on peut être pour, on peut être contre, mais c'est une donnée. Et cette donnée-là, il faut la considérer donc comme majeure dans le développement de nos sociétés. Le deuxième point, c'est évidemment que je considère ce mot de souhaiter. Souhaiter, ça signifie que conceptuellement, intellectuellement, politiquement, on est capable d'en saisir tous les aspects. On est capable de maîtriser le sujet. Aujourd'hui, le problème de la maîtrise, bien sûr que c'est un problème de maîtrise de douane et d'impossibilité de parvenir, et de drame comme en Méditerranée. Mais c'est d'abord une impossibilité de saisir conceptuellement le sujet, de le penser. C'est un impensé, en réalité. Et donc, le souhaiter, c'est une réponse à cela, et je trouve que c'est une formule qui va bien.
Le troisième aspect, c'est que si on débat de ce thème-là, de l'immigration, on considère que la terre nous appartient. La terre n'appartient pas uniquement à ceux qui par hasard sont nés à un endroit ou à un autre, mais c'est un bien public, et ce bien public, comme tous les biens publics, il doit être géré de manière soigneuse. Pour ça, les économistes tartinent du matin jusqu'au soir, mais il doit être l'objet d'une régulation mondiale. À ce moment-là, tous les débats sont possibles, y compris, et c'est là où je m'avance à tout petit pas, derrière les pas de Pascal, je me protège, il n'est pas content, mais il a raison, mais c'est qu'il faut évoquer le problème démographique et de la fécondité. C'est évident qu'il faut l'évoquer, tout simplement parce que si on considère que la Terre appartient à tout le monde, à ce moment-là, les débats, il n'y a pas de débats qui sont interdits, d'aucune sorte, y compris celui qui est très délicat, parce que ça, on touche à ce qu'est l'histoire, à ce qu'est la philosophie, la sociologie des pays. Et je ne me permettrai pas un instant de dire ce qu'il faut faire. Je suis convaincu simplement que ce débat-là doit être évoqué. Ça veut dire qu'on met sur la table l'ensemble des sujets. Quand on parle d'affaires climatiques, on admet bien que l'affaire climatique, on en discute au niveau mondial, même si après ça, il y a des avatars qui sont moins brillants que les discussions. Eh bien, c'est un bien public. La qualité de l'air, c'est un bien public. Eh bien, le nombre d'habitants sur cette terre, c'est un bien public. Les habitants, c'est normal, et c'est, j'allais dire, tout à fait légitime. Alors, il faut le faire avec le respect absolu qu'on doit aux uns et aux autres. Je suis même beaucoup plus prudent que Pascal Boniface, qui hier, il a été beaucoup plus direct. Moi, je suis plus diplomate que lui, mais c'est l'âge qui fait ça. C'est l'âge. C'est un jeune et je suis un vieux. Tout ça pour dire, troisième et quatrième point, je trouve qu'il faut donner un contenu aux concepts qui sont un peu flous. Il y a de ça très longtemps, j'ai passé quelques mois dans le ministère de la coopération. Et on avait inventé le co-développement. Enfin, on avait développé. C'était une idée sympathique, et je trouve qu'il a manqué un peu de contenu, parce que c'est très compliqué, on dit il y a des transferts, et ceci, enfin, je n'ai pas le temps de le développer. Je crois important par rapport à ce qui s'est dit lors du dîner hier soir et d'une question qui a été posée aux intervenants. C'est la question, au fond, de ces mouvements, là aussi migratoires, vers les villes, et c'est ce fait de l'abandon j'allais dire, du rural, un peu partout, mais tout particulièrement en Afrique. Je pense que c'est la principale chose que je voulais vous dire. Je n'ai pas osé le dire à l'intervenant, qui était un garçon d'ailleurs très remarquable, il avait une belle écharpe blanche, il faisait très aventurier, comme j'aurais rêvé de l'être. Mais la question, c'est évidemment qu'on ne peut pas imaginer un développement. Plus exactement, deux choses. L'histoire du développement africain n'est pas du coupé-collé du développement européen. C'est-à-dire que quand on reparle de réindustrialisation ou d'industrialisation de l'Afrique, c'est une vision qui, à mon avis, est en réalité assez faible. Pas comme ça que le problème se posera. La réalité, c'est que 60% des terres arables non cultivées dans le monde sont en Afrique. La réalité, c'est que nous allons passer de 7,5 milliards à 10 milliards de personnes habitant, tout ça dans un délai assez court, qui est 2050. On dirait court, oui, enfin court. En tout cas, ça n'est pas, c'est presque à vision d'homme, en tout cas à vision d'homme jeune. Et c'est évident que toute politique doit être d'abord du côté mondial, du côté évidemment européen et du côté français encore plus, peut-être, de promouvoir par tous les moyens ce qui est le développement, qui passera obligatoirement par l'utilisation de ce qu'est la ressource rare aujourd'hui, de la même manière que si vous dites à l'Arabie Saoudite qu'il faut absolument qu'il se développe dans le développement, je ne sais pas, des tulipes, comme les Néerlandais, ils vont, à juste titre, éclater de rire. La première chose, c'est toujours d'utiliser les ressources dont on dispose. Il y a une formidable histoire agricole dans cet immense territoire qu'est l'Afrique. C'est évidemment celle-là qu'il faut jouer. Je ne comprends même pas que la question se trouve posée. Alors, il y a des problèmes après avec l'OMC, enfin, ce qu'il en reste. Il y a toute une série de problèmes. Je veux dire, ce premier aspect, c'est un atout qu'il faut utiliser. Et donc, c'est du vrai co-développement. Et deuxième atout qui nous
nous interpelle tous, c'est évidemment le fait que, comme toujours, les pays qui ont un grand retard dans la technologie peuvent sauter une étape. On l'a vu, ça a été recité à propos des 700 millions de smartphones. C'est vrai là, mais c'est vrai pour les paiements sans contact, c'est vrai pour des tas de choses, et c'est ça qu'il faut pousser dans les années qui viennent. La technologie, mais ça ne fait pas, c'est pas ça qui fait plus de 5% de la manœuvre. Hein, ça n'a jamais, c'est pas comme ça qu'on résout des problèmes. Et puis évidemment, le problème de cette ressource. Voilà. N'oubliez pas un élément, ce mot-clé, l'immigration souhaitée. Je vous remercie. Merci bien. Avant de passer la parole à Marc Tessier, j'aimerais réagir tout de suite à tout ce que le professeur vient de dire tout à l'heure. Vous savez, nous sommes aujourd'hui bloqués dans nos croyances, surtout nos croyances imaginaires. Il vient de le dire. Si on prend un crayon et qu'on trace, ici c'est le Mali, là-bas c'est la France, de l'autre côté c'est la Côte d'Ivoire, bon, on se bloque dedans alors que la terre, ça appartient à tout le monde. C'est ça la réalité objective, la terre est là. Nous vivons tous sur la même terre. Et ça c'est réel, c'est objectif. On n'a pas pris de crayon ni de papier pour tracer une carte, c'est la carte du Mali. La jeunesse aujourd'hui est incomprise. Parce que les gens qui parlent au nom de la jeunesse, la plupart de ces personnes ne connaissent pas les réalités de la jeunesse, ni africaine ni européenne. Parce que nous sommes à un changement d'ère, l'ère numérique, l'ère de la digitalisation, l'ère de robotique et de la connectivité. Les jeunes, virtuellement, ils voyagent tous les jours pour aller en Europe, aux États-Unis, partout, mais physiquement, ils ne peuvent pas bouger. Qu'on décrète, comment dirais-je, l'immigration choisie, l'immigration, ceci, cela, ça ne résout pas le problème. D'ici 2025-2030, 8 jeunes sur 10 seront africains. Et ça, on ne peut pas les contrôler. Et tous ceux qui, aujourd'hui, veulent bouger, veulent faire quelque chose, on ne peut pas les empêcher d'aller en Europe ou ailleurs. Il faudrait qu'on se dise la vérité, de trouver les moyens pour pouvoir créer la richesse dans nos pays. Ce n'est pas en nous donnant de l'argent, ce n'est pas en subventionnant les entreprises qu'on arrivera à créer la richesse dans ce pays. La création de richesse, c'est nous-mêmes qui devront créer. Et on a tout pour le faire. Malheureusement, la corruption, la délinquance financière ne le permet pas aujourd'hui. Si l'Occident veut aider aujourd'hui l'Afrique à se développer, à créer de la richesse, il faut qu'ensemble, nous luttons contre la corruption. Nous luttons contre la délinquance financière. Ce n'est pas seulement du côté du secteur privé, c'est beaucoup plus du côté de l'administration publique, et ce n'est pas l'ensemble de l'administration publique aussi. C'est une fine minorité de l'administration publique qui terrorise l'ensemble du secteur privé et de la population malienne dans notre pays. Il ne faudrait pas qu'on exclue les uns et les autres pour que le développement se fasse. Je dirais que ce n'est pas nous qui les excluons. Parce que même dans cette salle, il y a des gens, il y a des personnes qui peuvent s'exclure tout seuls. Il y en a qui bougent. Ceux-ci, ils veulent aller en avant. Ils suivent l'évolution. C'est eux qui sont candidats à l'immigration. Il y en a qui peuvent bouger dans cette salle, mais qui ne bougeront pas parce qu'ils sont habitués à faire les mêmes va-et-vient. Ils ne vont pas bouger.
et ceux qui ne veulent pas du tout bouger. Voilà, le monde, ce sont ces trois personnes. Et ce qu'il faut gérer, ce sont les personnes qui aiment bouger. Et je vais passer la parole à Marc Tessier. Merci. Merci, Président. Et ça va me donner l'occasion de rebondir. Merci, Abdullah, de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole ce matin. Je t'avais dit qu'un jour, je lancerais le club des PPP au Mali. Le fait est, c'est que nous avons lancé notre premier dîner hier soir, Président, du première rencontre des partenariats publics-privés en présence du ministre Boubou Cissé et du ministre Boubacar pour essayer justement de renforcer le lien entre le public et le privé. Et je fais le lien sur l'immigration parce que tu viens de très bien le dire, soit on s'en va, soit on reste au pays. Mais pour rester au pays, il faut qu'il y ait les infrastructures qui accompagnent la croissance des États. Et c'est le cœur de la réflexion du club des partenariats publics-privés que j'ai eu l'occasion de lancer en France il y a 13 ans, au Maroc, en Mauritanie, PPP Med-Afrique, c'est de chercher à favoriser l'adoption par les États de nouvelles législations qui permettraient, je l'espère, et je le crois, parce qu'on l'a fait par ailleurs, d'accélérer les investissements sociaux, les écoles, les hôpitaux, les universités, pour donner envie de rester. Et ça crée une responsabilité de l'Europe énorme. Vous savez, quand il y a eu les premiers effets de Lampedusa, je viens sur le sujet qui vous concerne aujourd'hui, moi je suis un enfant de sang mêlé, je suis 50% brésilien, 25% polonais et 25% français, avec un nom très corrézien, Tessier d'Orfeuille, mais je sais que mes grands-parents, ils ont bougé, il y a des flux, et ils ont été accueillis, et j'en suis fier d'être aujourd'hui. Et puis mon père s'est occupé de la démonétarisation de la zone franc, particulièrement sur le Mali, dans les années 60-65, et on est 3 sur 4 à être nés au Maroc, donc je me sens africain, et je me sens une responsabilité forte d'interpeller l'Europe, et on est, cher Jean-Hervé, en amont des élections européennes. Donc on est à un moment important pour donner envie à la France d'Afrique et à l'Europe une envie d'Afrique. Au moment de Lampedusa, l'Europe, elle a levé la main. Elle dit voilà, on va trouver une solution, on va mettre 15 millions d'euros sur la table pour payer 3 vedettes et surveiller la Méditerranée. J'étais affolé. J'étais affolé. La réponse de l'Europe immédiate, c'est 15 millions d'euros sur la table pour essayer de mettre 3 vedettes. On marche sur la tête. La réponse, elle est qu'il y a 100 milliards de besoins d'infrastructures sur l'Afrique. Et comment on donne envie aux Européens, aux Français, de venir investir demain en étant gagnant-gagnant avec des Africains pour venir créer, en effet, une richesse. Tu l'as très bien dit, la jeunesse, elle est ici. La vieillesse, elle est en Europe. Donc, au-delà du besoin qu'a réglé Angela Merkel de se dire il faut peut-être faire venir des jeunes demain pour payer nos retraites après-demain, c'est quand même aussi ça la question. Moi, je me dis, mais comment, comme on n'a plus de croissance au nord, on va la créer en coopération, en coopérative, en création de joint venture, avec des entreprises qui ont besoin de capitaux, de savoir, mais en même temps avec une main-d'œuvre jeune qui est ici au pays, qui a tout le dynamisme pour la créer. Donc c'est un enjeu essentiel, bien évidemment. Et tu l'as redit aussi, il y a 60% des terres arabes du monde qui sont en Afrique. Moi, j'étais il y a 2 ans encore, malheureusement, il est décédé, avec Xavier Belin, le président de la FNSEA, qui est, on va dire, l'organisme, la Fédération nationale des agriculteurs, qui était l'homme le plus tourné vers l'Afrique, notamment pour le monde agricole. J'essaye modestement de reprendre son flambeau parce que moi, je suis un lobbyiste. En France, j'anime de très nombreux clubs, dont le club des PPP. J'ai une fibre africaine, comme vous le comprenez, mais j'anime de nombreux clubs agricoles. Je le dis à chaque rencontre agricole, et je l'ai dit avant-hier à une réunion devant le ministre de l'Agriculture, devant l'ensemble du monde agricole, devant 40 parlementaires français. Je dis, les agriculteurs, l'hiver, qu'est-ce qu'ils font en France? Ils coupent du bois. Ils restent chez eux pour se chauffer. Ben, allez en Afrique, créez des coopératives. Allez monter une entreprise agricole avec des gens qui ont besoin de savoir-faire, vous de vous occuper, de chercher de la croissance et aller trouver cela. Mais il y a encore une crainte de l'Afrique, de la part de l'Europe. Moi, j'habite du côté de Montauban, c'est dans le sud-ouest du Moi, j'ai une maison par là-bas. Il y a quelqu'un qui fait des melons.
Puis lui, il s'est dit, tiens, j'ai envie de vendre du melon toute l'année. Et donc aujourd'hui, il fait des melons au Maroc, il fait des melons en Guadeloupe. Et il permet de porter des melons toute l'année à Rungis. Et il travaille en France, au Maroc, en Guadeloupe. Et il faut pousser en effet nos agriculteurs à regarder au sud. Mais sur les infrastructures, parce que c'est le sujet, cher ami Mamadou du club, c'est en effet, et je rebondis sur un autre terme que tu as évoqué, parce qu'on n'en a pas parlé hier, mais c'est le terme, 1, d'accélérer les investissements, 2, c'est une profonde, j'en suis persuadé, d'aider à la lutte contre la corruption. Le partenariat public-privé, s'il est bien fait, il doit permettre en effet de faciliter la lutte contre la corruption dans le montage même juridique et financier que peut avoir le PPP, puisqu'il faut une société de projet dans laquelle la banque a une responsabilité prédominante à l'intérieur de la société de projet, et les banques ne vont pas payer 2 fois plus cher aujourd'hui. Ça peut être l'avocat de la personne publique pour l'intérêt du financement, un ouvrage sous prétexte qu'il va y avoir de l'évaporation. Ça ne rentre pas dans les codes, et encore moins dans le soutien des banques internationales, Banque mondiale, BEI, BAD, BID, qui viendront accompagner des projets. Donc on peut trouver des modèles juridiques et financiers qui permettent de lutter contre la corruption, et surtout de trouver la capacité à investir long terme, de faire de l'investissement durable, de faire des contrats sur 25 ans, d'investir un hôpital et une université, une école, une microclinique, qui demain ne vont pas simplement être livrés pour ne pas se préoccuper du lendemain, vont être livrés avec un contrat de 25 ans, qui vont donner de l'emploi sur place aux entreprises et qui vont permettre d'avoir, chez nous, je vais être très franc, nos universités, au bout de 20 ou 30 ans, c'était des taudis, et nos hôpitaux aussi. Voilà, on sait investir dans tous les pays du monde. La ligne investissement, elle n'est pas toujours simple, mais on sait investir. On ne sait pas entretenir et maintenir. Parce que sur le budget de fonctionnement de l'État, comme on fait des économies, on crée un hôpital, et puis dans 10 ans, dans 15 ans, il n'a pas été entretenu, il n'a pas été maintenu, il n'a pas été climatisé, ça s'est dégradé, la qualité du service public n'est plus au rendez-vous. Et donc envisager en effet d'avoir des outils qui permettent d'investir sur le long terme, c'est envisager en effet d'avoir des populations qui vont avoir un bon enseignement dans de bonnes conditions, des hôpitaux et des cliniques. Et je plaide énormément pour les PPP sociaux, même si bien sûr il y a tout ce qu'on appelle les concessions, les DSP équilibrés par les recettes, peuvent être éventuellement des autoroutes à péage, le pont Henri Conan-Bédier en effet à Abidjan qui a bien fonctionné, une autoroute à Dakar, mais il y a aujourd'hui un PPP social qui est en train de se lancer au Gabon, qui est l'Université de la musique, et on sera là avec le président Koulibaly pour essayer de créer les conditions de rencontre transparente avec les ministres, un dîner, un compte-rendu à tout le monde, un journal, on n'a rien à cacher, de donner envie aux ministres de comprendre que grâce au PPP, on pourrait peut-être demain, au Mali, en Afrique, faire 10 fois plus en 3 ans qu'on ne faisait avant. Et je terminerai par là, parce que si je fais ce lien, c'est pour qu'il y ait les infrastructures sociales qui donnent envie de rester et d'accompagner la croissance. Bien évidemment, on ne peut pas simplement avoir des infrastructures de DSP pour les ports, les aéroports, les autoroutes qui accompagnent la croissance des entreprises en oubliant les populations. La réalité, c'est qu'il faut 4 P au PPP. Partenariat, public, privé et population. Les populations, elles ont besoin de ces infrastructures pour avoir envie de rester demain dans les pays. Et il faut trouver toutes les astuces. J'avais dit au Forum de New York il y a quelques années, les populations africaines, elles en ont marre de voir des trains de marchandises passer sans pouvoir monter dedans. Le rail a été pensé de la mine jusqu'au port et les populations ont été oubliées. Il faut penser aussi aux flux et aux déplacements à l'intérieur des pays. Le PPP doit permettre, bien évidemment, de faire cela. Et je reviens donc sur cet exercice, c'est un exercice économique. Tous les pays ont des budgets et on doit faire avec l'argent qu'on a. On ne peut pas faire, il ne faut pas rêver. Hein. Le PPP, ce n'est pas un miracle. En tout cas, pour les PPP à paiement public, bien évidemment, et sociaux, ça sera de l'argent public. Mais pour les routes non paiement ou les hôpitaux, chaque pays décide de financer une école par an. Et dans un budget, dans 20 ans, on aura fait 20 écoles. Et on finance un petit bout de route chaque année. Et en Afrique, avec tout le respect que j'ai pour vous, on sous-investit dans les routes. Et donc la route, elle peut être balayée à la moindre pluie. Et on refait la route tous les ans.
Et au bout de 30 ans, ça coûte une fortune. Et c'est là l'argent public. Et donc, moi, un PPP, c'est quoi pour une route? C'est simplement de dire, on va donner au privé un contrat de 30 ans, on va lui demander de bien construire la route. On va payer peut-être 3 fois plus cher la première année. Mais si la route, elle ne dure pas 1 an et elle dure 15 ans, tout le monde est gagnant. Les entreprises parce qu'elles vont circuler dessus, les agriculteurs parce qu'elle ne sera pas cassée après les pluies et qui pourront amener les fruits de leur travail à la ville. Donc cette interaction, elle est essentielle. On peut le faire. Mais moi, ça fait 13 ans que je travaille en France. Il faut changer les mentalités des administrations. C'est aussi dur chez moi que ça sera dur chez vous. Aussi dur. Mais c'est un nouveau logiciel. C'est le logiciel indispensable de la relation entre le public et le privé pour construire l'avenir de nos enfants. On doit réfléchir long terme. On ne doit pas simplement réfléchir à l'inauguration du ruban, du truc neuf que l'on a fait. Dans quel état il sera dans 25 ans? Et là, avec le club, nous souhaitons interpeller les ministres et leur dire oui, c'est possible. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Si on réussit à en faire 2-3 PPP sur ce mandat, ça sera bien. Mais pour faire expliquer que l'on peut le faire. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis avait décidé de faire un collège par an pendant 15 ans. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre de France, a dit c'est pas normal qu'il y ait des gamins qui soient dans des collèges neufs et des gamins qui soient dans des collèges de 15 ans. Je décide de faire 15 collèges en 3 ans, tout le monde aura l'équité pour l'éducation dans ces écoles. Eh bien, c'est ça que j'ai envie de faire demain avec vous en Afrique, c'est de dire que c'est possible, mais il faut le faire de manière raisonnable, rentrer dans les politiques des gouvernements. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut un lien très fort entre le public, le privé, les banques, les financeurs, bien évidemment, qui accompagneront ces financements, et donner envie aux politiques, parce que s'il n'y a pas la volonté politique au sommet, ça ne se fera pas. Et j'ai cru comprendre que vous êtes aussi en régionalisation avancée. Et là encore, en France, les PPP ont été faites par 70% des collectivités locales. Et donc il faut faire un transfert de savoir-faire, de renforcement des capacités, bien évidemment, sur l'équipe publique, pour pouvoir être en capacité de négocier avec le privé. Et il y a, vous le savez, des amis marocains qui ont construit ici à Bamako une polyclinique de la femme et de l'enfant. Pour moi, c'est assez exemplaire. Ils sont membres de mon club au Maroc. C'est une polyclinique à 15 millions d'euros de financement. Souvent, les États se disent on va se payer un bel hôpital. Un bel hôpital, c'est 300 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, souvent des éléphants blancs qu'on ne réalise pas avec beaucoup d'évaporation. Moi, je fais le pari, je l'ai dit hier à M. Boubou Cissé, le ministre de l'économie, il faudra qu'on rencontre ensemble la ministre de la Santé. Voilà, on prend cet exemple, 15 millions d'investissements pour 90 lits dans une maternité. Vous en faites 4 en un mandat, dans les préfectures régionales. On amène la santé dans les préfectures et sous forme de PPP. Et on met le financement, l'entretien, la maintenance. Ça, c'est possible parce que c'est petit. Et en effet, il ne faut pas rêver à des immenses chantiers. On va faire avec l'argent que l'on a. Mais je sens bien que c'est en faisant ça que l'on va garder, en effet, les futures générations. Alors, on est très content qu'ils viennent chez nous. Mais j'ai souvenir dans la conférence de presse de cette rencontre, il a été dit, ce qui est terrible, c'est que c'est les jeunes qui partent. Et donc, il y a une déperdition de richesse pour le pays énorme. Et donc, c'est un fléau. C'est un problème pour l'Europe, mais c'est un fléau pour l'Afrique d'avoir toute une jeunesse qui peut créer. Il faut donc aller vers cela, porter les PPP. Et je terminerai par une interpellation sur laquelle j'ai besoin de vous tous pour interpeller le pouvoir public. En amont des présidentielles, j'en ai parlé à Jean-Louis Borloo, des européennes, j'interpelle l'Europe aujourd'hui pour dire que si on veut s'occuper d'Afrique, il faut que l'Europe autorise à ce que tous les fonds d'investissement européens, il y a 2000 milliards qui dorment en Europe, ils sont fléchés dans le monde entier, ils sont peu fléchés en Afrique, soient défiscalisés pour 10 à 20 ans pour venir financer les infrastructures en Afrique, le numérique en Afrique, la santé en Afrique, l'éducation et l'agriculture. C'est ça la responsabilité de l'Europe. Ce n'est pas mettre 15 millions dans 3 vedettes, c'est de pousser ces entreprises, ces investisseurs à flécher au sud les investissements. Merci. Merci beaucoup, Marc Tessier. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Hippolyte, qui va parler autrement. Merci. Merci beaucoup.
Merci à tous d'être là. Je suis très heureux. Donc, je suis Hippolyte Delbis. Je suis économiste à Paris et je travaille sur les effets économiques de la migration. J'ai été passionné par tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. Il y avait un constat qui était assez net, c'est que, évidemment, l'immigration, c'est une immigration pour certains pays et une immigration pour d'autres pays. Donc, on a beaucoup parlé notamment d'immigration qui est très particulière, qui est celle qui va d'Afrique vers l'Europe, et on s'est dit que, étant donné les enjeux, étant donné les drames que cela pouvait recouvrir, ben, il fallait qu'il y ait un dialogue. Mais il y a eu aussi un espèce de consensus parmi les participants pour dire que ce dialogue, il n'existait pas. Donc ma contribution aujourd'hui devant vous, c'est je vais essayer de développer un argumentaire autour du fait de pourquoi est-ce que finalement il n'y a pas de dialogue et comment est-ce qu'on pourrait essayer de s'en sortir. Donc je vais être... voilà, je suis basé à Paris et je suis spécialiste de l'immigration dans les pays riches, donc je vais plutôt parler d'un des deux partenaires, vous voyez, du dialogue, qui est plutôt l'Europe, plutôt le pays riche. Et je pense que c'est aujourd'hui surtout ce pays qui refuse le dialogue. La migration vers les pays riches, elle est quand même très importante. On peut considérer qu'il y a un peu moins de la population immigrée, si on prend toute la population immigrée dans le monde, vous voyez, et madame, je ne parle pas des stocks, il n'y a pas de raison de parler des stocks, on peut parler de population, ce sont des hommes et des femmes comme vous l'avez appelé. On ne parle jamais de stocks de natifs ou de stocks d'autochtones, on dit toujours les stocks de population immigrée. Donc non, c'est la population immigrée. Donc si je prends toute la population immigrée dans le monde, il y a à peu près un peu moins de la moitié qui est dans les 20 pays les plus riches. Donc ça représente quelque chose de très important pour la migration, cette attraction vers les pays riches. Et si je prends la part des personnes immigrées dans la population des pays riches, bien, elle représentait 7% de la population totale en 1990, et aujourd'hui elle est à 13%. Vous voyez, elle a presque doublé. Donc, je veux dire, je ne cherche pas à dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, mais c'est une évolution. Il y a plus en plus de personnes qui ne sont pas nées dans le pays dans lequel ils habitent, dans ces pays riches. Et évidemment, cela engendre beaucoup de craintes. Et ce que je veux devant vous, c'est discuter de ces craintes et de voir comment est-ce qu'elles sont fondées, et si elles ne sont pas fondées, comment est-ce qu'on peut les combattre. Vous voyez, ça ne sert à rien de dire les gens pensent des choses fausses. Et c'est encore pire, je veux dire, si on est un académique, si on est un universitaire, et qu'avec beaucoup de mépris, avec beaucoup de dédain, on dit les autres disent des choses fausses. Parce que c'est un dialogue qui ne se fait pas. Vous voyez, c'est justement un refus de dialogue. Donc il faut rentrer dans le dialogue, il faut rentrer dans les arguments, et c'est ce que je veux faire avec vous aujourd'hui. Alors évidemment, je vais être sur l'angle économique. Mais cet angle économique est très partagé. Vous voyez, si je prends le spectre politique des populations, je dirais, européennes, vous allez avoir plutôt des gens conservateurs, plutôt des gens de droite qui vont mettre en avant le côté culturel. Et puis les gens plus progressistes, plus de gauche, vont se dire mais non, vive la diversité, vive tout ça, ne vont pas avoir l'opposition à l'immigration sur des dimensions culturelles. Donc vous voyez, le culturel divise. Mais l'économique rassemble. Et rassemble tous dans la même idée que la migration est un fardeau et que la migration est un coût. Combien de personnes que je connais, que je peux rencontrer, qui sont progressistes, qui vont être de gauche, vont me dire « Oui, bien sûr, on aimerait bien les accueillir, mais on ne peut pas se le permettre. Hein, tu comprends, Hippolyte? Tu comprends, Hippolyte? Oui. Avec notre chômage, avec notre pauvreté, on ne peut pas. Vous voyez? Et donc, en creux, ils nous disent que cette immigration économique pose un problème pour l'économie, et c'est là où nous, économistes, on est légitimes pour pouvoir intervenir sur le débat. Alors, lorsqu'on interroge les gens, lorsqu'il y a des enquêtes de très grande dimension qui sont faites en Europe, il y a deux éléments qui reviennent très souvent avec les craintes qui sont associées à l'économie. Ça va être le marché du travail et puis les finances publiques. Alors le marché du travail, c'est vraiment quelque chose qui est très net et qui est très net depuis très longtemps. Vous voyez, c'est l'immigré nous prend les immigrés nous prennent nos jobs, ils nous prennent notre travail. D'accord ? Et vous allez avoir une rhétorique, typiquement, par exemple, je donne le cas de la France, mais on pourrait le retrouver ailleurs, une rhétorique extrêmement forte, extrêmement puissante parce qu'elle est simple,
qui va vous dire 10 millions de chômeurs, 10 millions d'immigrés. Vous voyez? Et la solution, on la voit bien. D'accord? Et ça, c'est une rhétorique, il faut voir son origine. Dans les années 30, lorsque les mouvements d'extrême droite, etc., s'opposent aux migrations, ils ont déjà ce type d'argumentaire. Ce type d'argumentaire, il est permanent, il est annoncé de façon permanente depuis plus de 80 ans dans les populations européennes, et les gens y croient. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Alors, je ne vais pas vous dire, il y a des études économiques qui montrent que ce n'est pas vrai, parce que ça n'a aucune portée. Il faut retrouver l'argument qui soit l'argument opposé. Alors, je vais dire de façon tout simple. Une personne immigrée, c'est une personne qui, lorsqu'elle arrive dans ce pays d'accueil, sur le marché du travail, elle est discriminée. Elle est discriminée. Ça ne me plaît pas, je suis totalement opposé à ça, mais c'est un fait. La discrimination existe. Alors comment est-ce que vous voulez que la personne discriminée soit celle qui prenne l'emploi des autres? C'est tout le contraire. Au contraire. On ne peut pas être à la fois discriminé et prendre l'emploi des autres. C'est complètement illogique. Donc ce n'est pas ce qui se passe. Les personnes immigrées vont dans les secteurs, vont sur les emplois que les natifs, que les autochtones ne veulent pas. L'immigration est très particulière sur les services à la personne, sur la restauration, sur la construction. Au contraire, il contribue à créer des emplois. Monsieur Albis, si vous pouvez accélérer un peu, parce qu'il semble que nous sommes beaucoup en retard. Alors, et surtout qu'il y a deux autres intervenants qui restent encore. D'accord. Et il y a un ministre qui attend, qui doit présider la prochaine session. D'accord. Et je vous demande juste combien de temps vous me donnez. Parce que accélérer, moi je ne vais pas parler plus vite, ça ne sert à rien, je dirai moins de choses. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. 2 minutes, c'est bon? À 2 minutes. Oui. Non. En fait, vous êtes dans l'heure. On est en retard, en fait. Ça. Pardon? Ça ne dépend pas de vous. Oui. D'accord. Alors, je continue, c'est le marché du travail. Le deuxième je dirais, pensée que les gens ont, c'est que finalement, les gens viennent prendre les allocations. C'est vraiment... Et là encore, on a une image très forte qui est toujours répétée dans le débat public, qui est brandie comme une vérité. C'est l'immigré qui arrive et qui a plein d'enfants et qui touche plein d'allocations sans travailler. Et face à ça, qu'est-ce que nous, on peut répondre? On peut dire que ce n'est pas vrai. Mais on s'en fiche. Ils ont toujours, et vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez le retrouver au départ, ce sont des sites d'extrême droite, mais finalement c'est très partagé, et les gens finissent par y croire. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, eh bien, non, les personnes immigrées qui arrivent dans ces pays sont déjà jeunes. Donc, certes, elles sont plus enclines à avoir des enfants que les autres, parce qu'on a des enfants qu'on a 25 ans. Et ces enfants vont bénéficier évidemment d'une partie de la protection sociale du pays d'accueil, que ce soit sous forme d'allocation, mais aussi d'éducation publique, etc. Mais en retour, ces personnes immigrées ne sont pas vieilles, et donc ne vont pas toucher de pension. Et qu'est-ce qui coûte cher aujourd'hui dans les finances publiques de nos pays européens? Ce n'est pas les allocations familiales. Les allocations familiales, c'est tout petit. Ce qui coûte très cher, c'est la protection sociale des vieux. C'est la santé, c'est les retraites. Et donc, lorsqu'on fait les comptes, à la fin, la contribution des personnes immigrées est plutôt positive. Parce qu'ils financent. Et ce n'est pas que pour après-demain. C'est déjà aujourd'hui. En travaillant, ils financent cette protection sociale et on avance comme ça. Un dernier point. Avant-dernier point. Dernier point. Et un dernier point, c'est que finalement, il ne faut pas simplement regarder les dimensions qui sont, je dirais, très microéconomiques, le marché du travail. Il faut regarder la société dans son ensemble. Et nous, tout ce qu'on a pu faire sur nos études économiques, on a reproduit pour des tas d'endroits, des tas de dates différentes, c'est qu'à la fin, les personnes immigrées contribuent très fortement à la croissance économique. Et c'est en contribuant à la croissance économique du pays d'accueil que ça accroît les taux d'emploi et que les natifs en bénéficient. Il
y a plein d'exemples. Il y a quelque chose aux États-Unis qui montrait que ils prenaient les étudiants en biologie, en sciences, hein, finalement, les étudiants aux États-Unis en sciences, et ils montraient qu'un étudiant étranger avait plus de chances de développer un brevet aux États-Unis, hein, avait plus de chances de développer un brevet aux États-Unis qu'un étudiant étranger. Parce qu'ils sont plus courageux, parce qu'ils sont plus entreprenants que la moyenne. C'est eux qui ont fait le voyage. Et ça, on le retrouve, et on le retrouve dans les statistiques de brevets. Mais il n'y a pas simplement, je veux dire, le débat s'est beaucoup focalisé sur cette immigration, si je puis dire, d'élite, de cerveau, etc. La migration, ce n'est pas que ça. Mais c'est quand même beaucoup d'éléments qui peuvent être positifs. Je veux dire, le monde des services à la personne, je dirais, est réellement en train d'exploser en Europe. C'est un monde qui est assuré en très grande partie par des personnes venant de l'immigration. On a un autre débat très souvent en France, c'est celui du regroupement familial. On se dit, oh là 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 là, on va tout faire pour empêcher le regroupement familial. C'est quand même dément, parce qu'il y a un droit fondamental, c'est quand même de vivre avec sa famille. Mais bon, bref, les gens disent, on va arrêter le regroupement familial parce que ça va nous coûter. Et moi, je leur dis, mais c'est tout le contraire. Si la personne fait venir sa famille en France, eh bien, il va consommer son argent et son salaire en France, alors que sinon, il le renvoie dans son pays. Je veux dire, tant pis pour le pays. Mais du point de vue, vous voyez, du pays qui reçoit, il vaut bien faire du regroupement familial. C'est comme ça que vous faites de la croissance. Bon, voilà, plusieurs éléments. Il y a un message quand même. Tout ça, c'est économique. Je vais essayer quand même d'être humain dans le sens que je ne veux pas faire jouer à la migration le rôle qui n'est pas le sien. D'accord ? Le but de l'immigration, et surtout de cette immigration européenne, ce n'est pas de relancer. Donc, vous avez le temps, le ministre a accepté de revenir quand je lui dirai de venir. Et donc, vous avez tout le temps. Ah, président. Du coup, je suis un peu perturbé. Maintenant, je veux finir. Non, je vais aller très vite. Non, je disais, ce qui est important, c'est pas le rôle de cette migration n'est pas de relancer les économies européennes. D'accord ? Les économies européennes, les économies riches bénéficient de cette immigration. Mais du coup, mon point de vue, c'est qu'on peut avoir un dialogue. On peut avoir un dialogue, justement, qui soit entre pays riches et pays intermédiaires, ou entre Africains et Européens sur ces sujets, en se débarrassant de la question économique. La question économique n'est pas un sujet pour les pays riches. Et il y en a plein d'autres des sujets. Justement, il y a la question diplomatique, la coordination de ces différents pays européens pour gérer l'asile, pour gérer pour gérer les flux migratoires, etc. Mais ou une autre question qui est très importante chez nous, c'est la concentration de ces populations immigrées dans certaines zones. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'intégration des secondes générations, hein, la lutte contre la discrimination pour que ces personnes sentent qu'elles puissent avoir un avenir dans le pays dans lequel qui a été choisi par leurs parents, etc., etc. Ça, c'est des vrais sujets. Et donc, concentrons-nous là-dessous et débarrassons-nous du fait qu'on est en train de gérer un fardeau. Voilà, je vous remercie. Bien, merci. On passe la parole à votre collègue. Gérard Dambélé, donc je suis président de la Fédération euro-africaine de solidarité, secrétaire général de la plateforme La diaspora africaine en Europe, ADEPT. On m'a dit de parler de l'impact macroéconomique des transferts financiers des migrants. Et puis la question de savoir est-ce qu'on peut arrêter les mobilités tout en favorisant la mobilité des capitaux, les transferts des capitaux. Si cette question, je vais d'abord éclairer par quelques éléments économiques, de motivation économique des migrants, des départs des migrants. Le départ des migrants sont surtout motivés à l'origine, à la base, par la recherche des revenus monétaires. Vous savez bien que beaucoup de jeunes ne disposent pas de revenus. On dit la pauvreté. On dit que c'est la pauvreté qui fait partir les candidats à la migration, mais ce n'est pas la pauvreté absolue, c'est la pauvreté monétaire.
souvent les gens n'ont pas de revenus, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Ils travaillent pour satisfaire leurs besoins de consommation, autoconsommation. Mais tout le monde sait bien qu'on ne peut pas vivre au Mali aujourd'hui sans revenu monétaire. Il se trouve que cet aspect absence de revenus monétaires est aggravé aussi par les inégalités, par les écarts de revenus dont la Banque mondiale a parlé hier, qui vont de 1 à 70 et qui ne sont pas justifiés. C'est-à-dire que les écarts, dans l'absolu, s'il y a un écart, ce n'est pas ça le problème. Le problème, souvent, c'est que l'écart n'est pas justifié, c'est-à-dire que ce qui n'est pas mérité par ceux qui ont des hauts revenus. Donc, ça donne une frustration pour ceux qui n'en ont pas, ou l'impossibilité de vivre ici pour ceux qui n'ont pas. Même si vous avez un revenu, vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il y a de très hauts revenus qui augmentent le coût de la vie, qui entraînent une augmentation énorme du coût de la vie qui dépasse les possibilités des migrants. Donc, la recette des revenus monétaires entraîne l'immigration, pas forcément pour aller en Europe. On sait qu'à la base, les migrants n'ont pas besoin d'aller loin pour avoir des revenus monétaires. Souvent, les déplacements, c'est à l'intérieur d'un même pays, d'une commune à l'autre. Je prends l'exemple de 2 communes dans le cercle de Baflabé, la commune de Tomora et la commune de Diakon. C'est ces 2 communes voisines. Avant, les jeunes de Tomora vont travailler à Soroma. Ils vont travailler dans la commune voisine à Soroma, qui ont été les premiers à partir à l'étranger, donc qui envoient de l'argent à leurs parents, et qui donc, pour travailler, pour disposer d'un revenu monétaire, les jeunes vont travailler plutôt à Diakon, dans la commune de Soroma à côté. Mais pourquoi ils ne travaillent pas dans leur propre commune? Ça aussi, c'est une question intéressante. En général, vous le savez bien, les gens préfèrent travailler dans un endroit où ils ne sont pas, en tout cas, occuper un emploi de subordination dans une région où ils ne sont pas connus. Vous verrez rarement le travail que les migrants occupent en Europe, vous verrez rarement qu'ils acceptent d'occuper ces mêmes emplois au Mali, par exemple, parce que ça crée un lien de subordination dans un milieu ou des emplois subalternes dans un milieu où ils sont connus. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'explication, la recette de revenus monétaires. Mais il faut rappeler dans les débats, dans les discussions qui ont été menées dans le panel précédent, il faut rappeler quand même que l'immigration est aussi due au fait qu'on est venu nous chercher. Après la Deuxième Guerre mondiale, pour la reconstruction de l'Europe après-guerre, on est allé chercher les migrants, aussi bien au Maghreb que dans les pays de la vallée du fleuve Sénégal, Mali, Mauritanie, Sénégal. Donc, pendant au moins 20 ans, entre années 60 et années 80, les années 70, on n'a même pas besoin de carte de séjour en France. On n'a pas besoin de titre de séjour. Est-ce qu'il y a eu un afflux? Pour autant, au contraire, à l'époque, les gens partaient travailler et revenir. Ils ne restent pas en France à l'époque. Quand on a introduit la carte de séjour avec le gouvernement de Giscard, c'est ce qui a amené les gens à faire du regroupement familial. Le regroupement familial est donc a résulté des barrières qui ont été créées. Ensuite, entre années 80 et années 90, il n'y avait pas de visa d'entrée pour aller en France. C'est avec Pasqua qu'il y a eu le visa d'entrée. C'est Pasqua qui a introduit le visa d'entrée. Est-ce que ça a entraîné une baisse de flux migratoires? Ensuite, quant aux bateaux qu'on voit, depuis quand on voit ces bateaux-là? C'est dans les années 2000. Ça veut dire que plus les barrières augmentent, plus le flux augmente. Et finalement, l'Eldorado dont on parle est créé par les barrières. Ce n'est pas forcément... parce que la question du forum, c'est est-ce qu'il faut des ponts ou des murs? Les murs, au contraire, ce sont les murs qui créent les barrières, qui donnent l'impression qu'il y a un Eldorado derrière les murs et qui augmentent donc les drames que tout le monde connaît, les trafics. Il y a eu toujours des passeurs, mais les passeurs faisaient passer par l'avion avant. Ce n'est pas par des bateaux. Hein? Il y a toujours eu des passeurs, mais on arrive à avoir les passeurs. Son rôle, c'est d'obtenir les visas. Donc ça, c'est juste pour le phénomène migratoire. Bon, je vais
en arriver à la question de l'impact. Quel est l'impact des transferts sur l'impact macroéconomique des transferts? Les transferts ont été estimés à 3 fois plus l'aide publique au développement. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ces 3 fois l'aide publique au développement représente que 15% des revenus des migrants. On parle donc de 15% des revenus migrants, mais on ne parle pas des 85% qui sont dépensés dans les pays d'accueil. Ces 85% qui sont dépensés dans les pays d'accueil sont dépensés comment? Entre le moment où on vous transfère, on vous vire votre salaire en France, et le moment où vous retirez l'argent de la banque pour consommer, la banque travaille. Donc, il y a le rôle du système bancaire en ce qui concerne la consommation, la transformation de l'épargne en investissement. Donc, mais les montants de transfert également, 3 fois l'aide publique au développement, on oublie de dire que ça a un impact sur la balance de paiement. Ce n'est pas simplement les balances. Ici, quand je prends la Côte d'Ivoire, par exemple, en Côte d'Ivoire, quand vous voulez échanger votre euro en CFA, ça se passe dans les banques. Au Mali, comment ça se passe? Pourquoi il y a donc des marchés informels d'échange ici en France? Est-ce que ça ne diminue pas l'impact au niveau de la balance de paiement du Mali? Donc, le premier impact des transferts financiers, c'est l'effet sur la balance de paiement. Deuxième effet des transferts financiers, tout le monde dit que oui, il y a des transferts, les montants sont élevés, mais la grosse partie va à la consommation. Est-ce que dans les pays européens, on ne dit pas que la consommation est un facteur de croissance? Pourquoi donc la consommation dans les pays africains ne favorise pas la croissance? Tout simplement parce qu'on l'a dit hier, la consommation est portée sur les produits importés. Est-ce que c'est aux migrants de faire en sorte que cette consommation soit portée sur les produits locaux? Quelqu'un a parlé des politiques douanières. Est-ce que nos pays sont capables de faire des politiques douanières permettant d'orienter une bonne partie, bon, pas la totalité, mais une bonne partie de la consommation vers des produits locaux? Après, l'impact sur les investissements. Là aussi, on dit aux migrants qu'il faut qu'ils investissent au lieu de consommer. En tout cas, qu'ils investissent une partie de leurs revenus. Mais tout le monde sait que l'épargnant, ce n'est pas l'épargnant qui transforme son épargne en investissement. Ça, c'est le métier des banques. Et la plupart des banques maliennes ont leur agence à Paris. C'est pour faire quoi? C'est pour capter l'épargne. Donc, c'est à ces banques-là de transformer le flux financier en investissement. Ce n'est pas le métier des migrants de le faire. C'est un migrant qui est entrepreneur. Au contraire, lui, il a besoin d'accès au crédit. Ce n'est pas avec son épargne personnelle qu'il va pouvoir... on a toujours dit que l'entreprise est structurellement déficitaire. Ce n'est pas un entrepreneur développe son entreprise toujours par l'accès au crédit. Donc ça, c'est côté impact sur l'investissement. Ça dépend. Les migrants font l'effort d'investir, mais là aussi, ils sont confrontés à des difficultés énormes dont on a parlé aussi, la corruption et tout ce qui s'ensuit. Il y a même un jeune avec qui j'ai discuté hier, qui est un entrepreneur en France, qui dit que l'état de route entre Bamako et Kay, entre Bamako notamment et Djidjeni, tout à l'heure, un des intervenants parlait des infrastructures, bien sûr, que quand il s'agit de construire la route, ça c'est une affaire de la coopération classique. Mais quand il s'agit d'entretenir les routes, on a beaucoup de migrants. Les migrants, qu'est-ce qu'ils font en Europe? La plupart sont des travailleurs dans le bâtiment, dans le BTP. Donc ils sont qualifiés. Et il y en a qui ont monté leur entreprise en Europe pour faire l'entretien des routes et pour faire aussi du bâtiment. Pourquoi on ne les utilise pas ici? Si on a des sociétés d'entretien de routes portées par les diasporas, est-ce que ces sociétés auront le marché public? C'est l'État qui donne le marché pour l'entretien de routes. Et les routes, nous, nos projets qu'on met en place dans le cadre du co-développement, on nous dit qu'il faut qu'on démontre que le projet va s'autofinancer pour son fonctionnement. Pourquoi on n'est pas capable de faire des routes qui vont s'autofinancer aussi, qui vont se pérenniser pour l'entretien et le renouvellement? Quand il y a question de construire une nouvelle route, il y a comment on appelle les péages, les recettes des péages permettraient d'entretenir les routes. Donc là,
là, il y a, avec la politique de co-développement, il y a toute une possibilité de soutenir les diasporas dans la création d'entreprises permettant aussi bien de faire l'entretien des bâtiments. La plupart des migrants étant employés soit dans l'entretien, dans les BTP, leur connaissance peut être valorisée à travers des soutiens apportés par les États, non pas seulement pour créer l'entreprise, mais aussi pour les donner de marché. Il ne suffit pas de financer l'entreprise, il faut aussi que ces entreprises créées par les diasporas puissent avoir accès au marché de l'État et sans compter les marchés des particuliers. Voilà, donc moi je pense que, en conclusion, je pense que l'impact macroéconomique des transferts financiers est évident, aussi bien à travers la balance de paiement, à travers la consommation, mais aussi peut être davantage valorisé, davantage soutenu si on soutient les diasporas dans la création d'entreprises. Les projets de développement locaux qui ont fait la région des Cailles. La région des Cailles, tout le monde sait que les écoles, la plupart des écoles qui fonctionnent en milieu rural, les écoles, les centres de santé, les addictions d'eau, les barrages, les micro-barrages, aujourd'hui, ont été financés par les migrants. Avec actuellement le soutien de l'État français, le co-développement en France. Mais si ces dispositifs de co-développement ont été mis en place, c'est parce qu'on s'est battu aussi en France pour que l'État français puisse comprendre. Il disait à l'époque, dans les années 90, l'État français disait « Le développement, ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire du ministère de la Coopération. Nous, on vous demande de vous occuper de vos familles. L'État français s'occupe du développement de nos pays. » Et les migrants leur répondent « Puisque c'est notre épargne, même s'il s'agit de construire des monuments là-bas, on va les faire. » Donc, finalement, l'intégration qui est le souci principal de la France, comment assurer l'intégration si les migrants sont orientés vers les pays d'origine, orientés dans des projets de développement dans les pays d'origine? On a proposé, on a dit au ministère de la Coopération, la seule solution, c'est que vous cofinancez nos projets. Si vous cofinancez nos projets, au lieu que nous, on les finance à 100%, on va participer au financement des projets et ça permettrait de mettre une partie de notre épargne dans la consommation en France. Donc, c'est ce qui a amené les différents dispositifs qui sont en place, que ce soit au Forum, Praosim. Il est demandé aux migrants de participer au minimum pour 10%. Les 80% pourraient être obtenus par le cofinancement. Donc, ça a réduit, ça a diminué quand même l'apport des migrants, disons, le financement des projets par cotisation de fonds propres. Mais c'est aux migrants seuls qu'on demande ça. C'est aux diasporas, aux organisations de migrants qu'on demande ces 10% de fonds propres. Les ONG françaises, on ne les demande pas, on ne les exige pas. 10% de fonds propres, la Banque mondiale, disons, l'AFD est là pour... je parle sous le contrôle de l'AFD. En général, on ne demande pas à une ONG d'apporter 10% de ses fonds propres dans le financement des projets qu'ils soumettent au financement de l'État français. Ce qu'on leur demande, c'est 10% de fonds privés. Par contre, aux diasporas, on leur demande non seulement des fonds privés, mais aussi des fonds propres et de cofinancement d'autres bailleurs tels que les collectivités et les fondations. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais demander au modérateur de pouvoir organiser une interactivité maintenant entre le public et nous. D'accord. Merci, Président. Moi, je voudrais d'abord vous apporter une information. La session qui devait commencer à 11h45 est décalée à 14h, donc après le déjeuner. Donc, de maintenant, on peut aller prier, aller manger et revenir à 14h pour la session là. Donc, il va y avoir un décalage dessus. Donc, vous comprenez. Voilà. Donc, ici, on va essayer de faire peut-être... Président, je vais proposer peut-être 15 minutes de débat. On va ouvrir une liste de 5 personnes, peut-être des femmes et des hommes. Je vais vous donner la parole, monsieur. Surtout des questions directes. Après, voilà, et après, maintenant, on va laisser aux panélistes de répondre et le président va conclure. C'est ce que moi, je voudrais vous proposer. Et comme je l'ai dit la dernière fois, on va remercier les panélistes pour vous. Donc, ce n'est pas la peine de remercier. Allez-y directement aux questions ou bien aux commentaires. Donc, monsieur, votre nom. Je vais écrire le nom d'abord. Sambara. Sempara. Oui. Oui. Madame. Sangaré. Oui. Ah? Félio.
1, 2, 3. Oui, c'est bon? D'accord. Donc, Monsieur Simpala. Allô, oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis vraiment très content d'intervention ce matin, parce que hier, j'ai posé une question, parce que ce matin, on est parti droit au but, parce que la question de l'immigration, aujourd'hui, nous a donné l'opportunité de poser la vraie question, qui est quelle dynamique entre l'Europe et l'Afrique. Parce qu'il faut aujourd'hui être pragmatique et savoir qu'effectivement, comme monsieur l'a dit, le problème aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique qui est posé. Il faut poser le problème du développement de l'Afrique. Quand l'Afrique est développée, parce que tous les continents sont développés, si l'Afrique l'est, ça va vraiment mettre peut-être fin, même diminuer quand même la migration comme étant un problème. Parce que cette photo qui est ici, ça c'est dans les années, donc après le bombardement en Libye, après la guerre de la Syrie. Mais ça, c'est la crise migratoire a commencé là, mais l'immigration existait avant. Donc je suis très content que les économistes posent le problème. Parce que au Quelle sommet, est votre question, s'il vous plaît? Bon, moi, ma question se porte sur au sommet de 2017. Il avait été question d'une fondation partagée entre la France et l'Afrique, et qui était la politique officielle du gouvernement français. Alors, qui portait sur 20 milliards de dollars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est actuellement. Parce que c'est ma question. Qu'est-ce qu'il en est actuellement, si vous continuez sur ça ou pas? Merci. On fait le tour d'abord. Je n'ai pas bien compris quelle était la position. Je dis, les relations entre lors du sommet Afrique-France en 2017 ici, il y a eu, à l'époque, le président français avait mis 20 milliards sur un projet qui était de la fondation partagée, qui consistait à développer les relations entre la France et l'Afrique. Bon, maintenant, aujourd'hui, où en est ce projet? Si vous êtes au courant. Difficile de vous répondre parce qu'il ne vous a pas échappé qu'aucun d'entre nous n'est le représentant du gouvernement français. Donc, non, ça ne concerne pas uniquement. Non, je sais de quoi je parle, hein, parce que j'étais dans la salle. Monsieur Gattaz était là. Oui. Bon, en 2017, il avait dit vraiment que l'avenir de l'Afrique, de la France, est en Afrique. Et ce sommet avec M. Koulibaly, il y avait ce projet qui était là, et donc qui prévoyait que entre le secteur privé et le financement de 20 milliards. Bon. Moi, je crois que le problème est là, ainsi on ne trouve pas une solution. Dans cette coopération avec la France, les Chinois sont là, il ne faut pas se voir la face. Parce que le problème, non, attendez, le problème qui se pose aujourd'hui, on est tous dans le même bateau. Hein. Parce que dire que... Comment? Monsieur, oui. Monsieur, moi je ne peux pas vous répondre pour les chiffres. Je ne connais pas les chiffres d'investissement. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a compris. Donc si on peut passer à l'autre question, s'il vous plaît. Juste une réponse plus personnelle. Je pense que il se trouve que la France a avec un certain nombre de pays en Afrique des relations anciennes et très confiantes. Il se trouve que, pour des raisons diverses et variées, qui d'ailleurs concernent aussi bien l'investissement en France que dans d'autres zones du monde, il y a une sorte de, j'allais dire, de manque d'investissement, manque de volonté. Moi, je fais partie, mais je laisserai après la parole à mon camarade et collègue Hippolyte, je fais partie de ceux qui considèrent, comme l'a dit Gattaz à l'époque, qu'une grande partie de l'avenir de notre pays, de l'Europe, enfin moi, je parle de la France, c'est évidemment la relation avec l'Afrique. Que le seul argument qu'on puisse utiliser pour ceux qui sont craintifs, c'est d'expliquer à quel point la Chine est présente partout. Et quand j'ai vu l'autre jour dans les statistiques en investissement en Afrique francophone, le premier c'était la Chine, le second c'était l'Allemagne, le troisième c'était le Japon, et le quatrième c'était là, oui, non, quand même, ça c'était moi qui avais inventé, parce que je trouvais ça ridicule. Un quatrième, et qu'on arrivait en 5e position, je me dis, nous sommes fous. Donc, il va y avoir, ce qui compte, c'est le lobby, mais j'en ai un à ma droite, hein, c'est le meilleur, il se vend très bien, mais moi je vais le vendre aussi, il faut qu'on arrive à considérer que c'est un avenir et un intérêt réciproque fort. On a
beaucoup de mal aujourd'hui à faire bouger la société française, mais je suis convaincu que vous avez raison. Je ne sais pas si les promesses ont été tenues, je suis convaincu que non, mais il faut se bagarrer pour que cette idée que notre intérêt commun, c'est celui-là, se mette en œuvre. Je passe la parole à Hippolyte. Avant de donner la parole à Hippolyte, M. Sempara, vous savez que ça n'a pas été concluant. Pourquoi? Parce que notre pays, je parle du Mali, et ce qui est vrai pour la plupart des pays, on n'est pas compétitif. 2, on ne protège pas les entreprises. 3, l'investissement n'est pas sécurisé. On ne peut pas décréter une chose dans l'économie. Ça se construit. Vous avez une administration publique négative. Vous avez des investissements qui ne peuvent pas venir ici tout simplement parce qu'il n'y a pas la sécurité dans l'investissement. Les gens ne sont pas protégés pour la simple raison que n'importe quelle entreprise ici est redressée tous les ans avec 80 inspecteurs pour le service des impôts pour les grandes entreprises. Il n'y a que 80 personnes. Et ces 80 personnes contrôlent tous les ans plus de 1000 entreprises. Vous savez, est-ce que ça c'est possible? Au moins pour chaque entreprise, un inspecteur il va mettre 2 mois ou 3 mois maximum. Donc ton pays n'est pas compétitif. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu mobiliser ce montant qui a été destiné pour l'Afrique. Merci. Alors, donc, il y a des difficultés en Afrique, mais c'est vrai que la question qui pouvait être aussi posée, c'était de dire, bah, finalement, pourquoi est-ce que les Français réussissent moins bien que d'autres pays, alors qu'il y a cette tradition, alors qu'il y a cette langue commune, etc. Et je rajouterais, alors qu'on a un énorme avantage en France, ce sont, la langue, tout ça, on l'a dit, mais un autre avantage qui est lié à ce passé migratoire, que sont les secondes générations. Oui, ils sont nés en France, hein. Ils sont français, c'est pas ça la question. Hein. Ils sont français, mais ils sont d'origine malienne ou des autres pays. Quel atout pour les entreprises françaises pour pouvoir aller investir en Afrique, d'utiliser cette jeunesse. Hein. Et ça, les Chinois l'ont pas. On ne l'utilise pas et c'est un drame. Maintenant, un autre point là-dessus. Là où il ne faut pas se tromper, c'est que s'il y avait ces investissements qui réussissaient, s'il y avait le développement de l'Afrique, et on le souhaite, hein, il y a beaucoup d'initiatives en ce sens, certaines ne marchent pas parce que c'est compliqué, mais on le souhaite. Mais il ne faut pas croire que ça va limiter les migrations. Hein? Plus les pays s'enrichissent, plus les gens ont des moyens, plus ils ont la possibilité de migrer. Et la migration concerne aussi beaucoup les pays riches entre eux. En revanche, ce que le développement peut permettre, c'est éliminer une migration qui est très désagréable, c'est celle qui est contrainte. Voilà. C'est celle qui est liée à des conflits. C'est toutes ces immigrations-là dont on a parlé plusieurs fois. Et en effet, le développement peut éliminer, vous voyez, peut éliminer, peut réduire en tout cas les conflits et les guerres et peut-être les conséquences négatives du changement climatique. Et donc, réduire ce type d'immigration qui est une immigration non voulue. En revanche, il ne faut pas croire qu'elle va réduire l'immigration voulue. Merci. Donc, on va donner la parole à Fatimata Sangaré, et rapidement, et à Filio, rapidement, et Keita. Très rapidement, votre question. Oui, Fatimata est là, Sangaré. Bonjour. Je voudrais poser une question. Quand vous dites immigration choisie, il s'agit de quelle catégorie d'immigrés? Et deuxièmement, quand Hippolyte dit que les retraités coûtent cher à la France, moi je crois que les travailleurs, les gens qui sont arrivés à la retraite, ils ont payé cher leur retraite pour en arriver à la retraite. Je ne vois pas pourquoi ça va être coûter cher à la France puisqu'ils ont cotisé toute leur vie. Donc, merci madame. Merci madame. Donc, oui. Je n'ai pas fini. Donc je voudrais aussi dire que les microfinances, les crédits,
si on pouvait réviser le taux de crédit, parce que ça coûte très cher pour les gens qui prennent le crédit. Les microfinances même, on ne peut même pas travailler avec, parce que tout le taux de crédit, ça rentre dans le microfinance. Donc, si vous pouvez, les banques pouvaient réviser leur taux de crédit. Merci, madame. Donc, à Filio, posez votre question. Et après, maintenant, on va donner à Keita. Et après, maintenant, on va laisser les panélistes répondre. Et le président va conclure. Bonjour, je suis Liévin Félio. Je suis spécialiste des politiques publiques et surtout, je suis un ancien commissaire du gouvernement pendant des années en France. Je le dis parce que ça va avoir un effet sur la question que je vais poser. Question. Je disais que j'ai été commissaire du gouvernement pendant longtemps en France et que ça a un impact sur la question que je vais poser. Okay. En fait, d'abord, je voudrais saluer votre intervention sur la notion, sur la dimension de nuance que vous avez introduite et qui est absolument nécessaire quand on fait des analyses avec rigueur. Or, la question. Oui, mais c'est important. Excusez-moi, je déroule une pensée. La question. Et donc, le sujet est de savoir comment est-ce que la position et la pensée des Africains est prise en compte. C'est-à-dire qu'on travaille, on réfléchit toujours sur des rapports d'autrui, sur des rapports des autres. Il y a eu récemment le rapport alternatif sur l'Afrique. L'un des auteurs est dans cette salle. Il y a eu... Personne n'en a jamais parlé. Or, on nous parle de besoins d'investissement de 600 milliards par an. Ce sont les chiffres de la CNUSED pour le développement de l'Afrique. Mais en réalité, personne ne sait ce que pensent les Africains. L'agenda 2063 est peut-être une réponse, mais est-ce que vous avez envisagé, ou dans quelle mesure vous pourriez travailler avec, ou prendre en compte la vision africaine? Et mon dernier point, c'est que dans le pays où nous vivons tous les deux, il se trouve, c'est le problème du Nord d'une manière générale sur la question de l'immigration, qu'à défaut de manquer de rigueur dans les analyses, eh bien, il y a une paresse intellectuelle qui s'est installée et que, du coup, forcément, on assimile immigration, insécurité, crainte, etc. Et que tout ceci fait écho, avec l'appui médiatique, à une vision absolument négative et dramatique pour ces enjeux. Merci. Keita. Keita, il est au fond. Keita, s'il vous plaît, votre question. C'est le dernier intervenant. Il faut parler au micro, sinon les interprètes n'entendent pas. Merci beaucoup. Je voulais interpeller M. Koulibaly pour lui demander que font les autorités politiques de mon pays ainsi que le privé pour inciter les jeunes à aller vers l'agriculture, comme on le dit, qui est le pôle et le poumon et le cœur du développement du Mali. Merci pour la précision. Merci, c'est très concis. S'il vous plaît. C'est une bonne question. Non, mais attendez, écoutez, nous avons un temps à gérer. C'est pourquoi on dit aux gens d'aller droit au but. Ouais. Donc, je pense qu'on a compris, c'est par rapport à l'agriculture. Qu'est-ce que les autorités doivent faire pour amener les gens dans l'agriculture, qui est le poumon du pays. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur le Président. Voilà. Je vais répondre sur cette question rapidement. S'il vous plaît. Vous savez, l'agriculture, ça coûte très cher. Pour créer un emploi dans l'agriculture, il faut un minimum de 60 millions de francs CFA à injecter immédiatement pour un emploi créé. Si c'est monsieur et dame et madame qui sont dans l'affaire, il faut 120 millions. Il faut des infrastructures aussi. Monsieur et madame, c'est des jeunes, ils veulent la connectivité, ils veulent le service universel, l'électricité, ils veulent la santé et autres. Tel n'est pas le cas dans nos campagnes. Ça, c'est le premier point. Le second point, on n'a pas une vision politique de l'agriculture dans notre pays. On pense toujours à subventionner. Vous saviez que 15% du budget national est injecté dans l'agriculture. Est-ce que vous vous êtes posé une seule fois où va cet argent? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui a été fait de cet argent? Personne ne s'est posé de cette question. Mais cet argent est à 90% détourné. Est-ce que vous saviez que
comment on appelle, la CMDT finance les engrais, mais ne passe pas commande. C'est une association qui passe commande, l'APECAM, qui fait commande et qui envoie la facture à la CMDT pour payer. Comment vous pourrez gérer ça? Est-ce que le directeur de la CMDT a un pouvoir de dire cette facture elle est fausse ou elle est vraie? Donc, on est en train de mettre la CMDT au fond de l'abîme. Si on ne fait pas quelque chose dans les 5 prochaines années, la CMDT va disparaître. L'agriculture, il faut avoir une vision politique. Il y a 3 choses. Il faut, 1, massifier, densifier et mutualiser. C'est ce que la France a fait dans les années 60-70, avant de signer le traité de l'Union européenne pour rentrer dans le marché commun. Parce qu'il y avait une vision, il y avait des hommes politiques qui réfléchissaient, il y avait des administrateurs civils qui savaient de quoi ils parlaient. Tel n'est pas le cas dans notre pays. Tant qu'on n'a pas une vision de dire il faut massifier, il faut densifier, il faut mutualiser, on se lève du jour au lendemain, on va faire un abattoir à Caille, on va faire un abattoir à Sikasso, on va faire l'élevage à Ségou. N'importe qui se lève pour dire on fait comme ça. Personne ne fait rien. Alors qu'il faut qu'on demande aux uns et aux autres, ceux qui s'intéressent à la filière, au moins de pouvoir massifier et densifier. C'est devenu une théorie universelle. Vous ne passez pas par ça, vous n'aurez pas l'agriculture. Prenez la Bretagne en France, vous allez voir ce qu'on fait là-bas. Il n'y a que de la viande, les abattoirs, les structures de découpe, l'emballage des produits. Il n'y a que ça en Bretagne. Ils ont massifié, ils ont densifié tout et ils mutualisent les outils. Il faut dire à ton gouvernement d'avoir une vision. Le secteur privé est là pour répondre à cela. Merci. Alors, il y avait plusieurs questions, je vais répondre très vite, surtout une dernière voilà. Immigration choisie, donc c'était un mot de Nicolas Sarkozy, de son gouvernement, c'est une formule choc qui fonctionnait très bien. On va remplacer immigration subie par une immigration choisie. Alors donc l'idée c'était de changer finalement les types de visas. Ils ont créé une carte qui s'appelait la carte compétences et talents. On a suivi, il y a quasiment eu très peu, il y a très peu qui ont été distribués. Donc c'est comme une illusion que tout le monde, tous les talents voudraient venir en France, et puis il suffirait de créer la bonne carte, et puis on aurait tous les talents. Donc bon, voilà, ça c'était une idée fausse, et c'est vraiment avec Jean-Hervé, on essaye de justement avoir quelque chose qui soit peut-être plus réaliste et qui est moins fondé sur des préjugés. Vous aviez une question sur les retraites qui coûtent cher. Je ne disais pas que les retraites étaient illégitimes. Ces gens qui ont travaillé méritent leur retraite. Mais voyez, dans l'équilibre d'un système, il y a des gens qui vont cotiser pour le système, qui vont payer pour ce système, et puis d'autres qui vont percevoir la retraite. Lorsque les personnes, et c'est heureux, qui perçoivent leur retraite, vivent plus longtemps, mais ça coûte plus cher au système. Et pour cela, donc, il nous faut des gens qui travaillent. Et parmi ces travailleurs, j'insiste sur le fait que les personnes immigrées, quand ils viennent, quand ils travaillent, ils vont cotiser et stabiliser le système. Votre troisième question, la place des Africains. Parce que je pense que vous ne me percevez pas comme un Africain. Alors, je voudrais vous dire que tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est le fruit de mes recherches. En fait, c'est le fruit de recherches que l'on mène avec Jean-Hervé, mais aussi un petit groupe où nous sommes 3 économistes à l'École d'économie de Paris. Donc, je suis là. Il n'y a pas de chef, on est ensemble, et tout ce que je vous ai dit, c'est le fruit de notre réflexion. Il y a une jeune femme qui est binationale, qui est franco-tunisienne, qui s'appelle Ekram Boubtan, qui est africaine, et puis un troisième qui est franco-malien, qui s'appelle Draman Koulibaly, qui vient chaque année au forum. L'année où moi je viens, il n'est pas pu venir, vous voyez, mais il est là, et il est là avec nous, et donc je pense que, vous voyez, ces équipes internationales,
laisse toute la place aussi à des Africains, et je pense que, comme vous, que c'est important qu'ils se saisissent du sujet et qu'ils participent au débat public en promouvant les résultats de leurs recherches. Je pourrais répondre rapidement au sujet. Non, juste peut-être 2 mots. Moi, je suis très sensible à l'argument sur lequel l'ethnocentrisme, c'est quelque chose qui est très traditionnel. Les gens parlent pour les autres, on fait ça du matin jusqu'au soir, et dans le cas disons, de la France par rapport à certains pays africains, c'est une tradition. Les gens ils ont le sentiment qu'ils parlent, même s'ils sont très honnêtes en eux-mêmes. Alors ce sont des problèmes qui ne peuvent être résolus que par celui dont on capte le discours. Donc j'avais envie de vous renvoyer l'affaire en vous disant, c'est aux Africains, aux intellectuels africains, aux économistes africains de prendre la parole, peut-être sur des registres qui sont des registres, au fond, qui vont du refus, du rejet de la manière dont on parle d'eux jusqu'à des manières complètes, mais c'est aussi vieux que le monde et c'est aussi vieux que toutes les communautés humaines, donc ça ne se résout que par les gens eux-mêmes et on n'y peut rien. Juste, c'était ce qu'a dit le président sur l'Afrique et l'agriculture est très très important. Moi, ce qui me paraît, j'allais dire, à titre plus conceptuel, peut-être fondamental, c'est l'idée qu'on décrit toujours un avenir pour toutes les collectivités. On dit, voilà ce qui arriverait, devrait arriver, etc. Et il me semble que le discours qui consiste à dire qu'un jour, si on reprend une expression traditionnelle, beaucoup de parties de l'Afrique seront le grenier du monde, alors faut-il changer beaucoup de choses, bien entendu, mais si c'est le grenier, c'est quand même un avenir qui est souhaitable. Alors comment on incite les gens à le faire? Pas facile. Les gens ont envie d'aller vers la ville, ils ont envie d'avoir de l'électricité, ils ont envie d'avoir de l'eau, ils ont envie d'avoir la télé. C'est normal, tout ça est normal. Il n'empêche que une des logiques profondes de pays qui sont très bien pourvus dans un domaine qui est celui des ressources, cette ressource rare que sont les terres arables, ne pas l'utiliser, c'est de la folie. Et j'espère que tout ce que vous avez dit, massifier, densifier et mutualiser, tout ceci, vous arriverez à le faire. Non, je voulais juste réagir en actualité, demander est-ce que les populations sont associées aux décisions, notamment aux grandes orientations sur les infrastructures, où les besoins des populations sont à l'écouter. On a le même sujet actuellement en France. Est-ce qu'on met en cause la démocratie participative? Les élus sont élus avec un programme, la démocratie les élit. En théorie, ils ont pris le temps d'aller écouter sur le terrain pour essayer de porter leur programme et d'apporter ses ambitions. Je comprends que c'est plus simple, c'est pas toujours simple. On fait beaucoup de promesses, on ne réalise pas. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire, organisez aussi le grand débat en Afrique. On organise le grand débat. Notre président de la République n'a pas eu le choix. Ils sont très très challengés actuellement et on s'aperçoit qu'à un moment, il faut de la respiration pour écouter. Vous avez raison, faire des investissements qui n'ont aucun intérêt pour les populations, ça n'a pas de sens. Donc je crois beaucoup moins à la régionalisation. Le vrai contact de terrain, c'est avec les élus locaux, c'est eux qui sont le plus proches des gens. Et c'est peut-être par là que doivent passer demain les investissements. Et la réflexion avec le patronat, c'est faisons petit pour les gens qui sont à côté. Quant à l'agriculture, moi je crois qu'il y a en effet tout à construire. Je ne savais pas que ça coûtait si cher d'aider un agriculteur, mais ça peut rapporter aussi d'être agriculteur. J'ai entendu ce que tu as dit. Juste une interpellation, parce que j'ai vu dans d'autres pays. Bien sûr, il y a le modèle français qui a très bien fonctionné et qui a répondu à l'agriculture intensive, et je suis très proche de Christiane Lambert et l'ensemble des agriculteurs. Mais il y a de nouveaux modèles qui sont en train de se développer, dont l'idée c'est de se dire, avec un couple d'agriculteurs et 1 hectare de fruits et légumes, on peut très bien vivre si on revient à de la permaculture, à l'irrigation de proximité, à créer des revenus pour une famille, parce que le but, en effet, des parents, c'est de pouvoir payer l'éducation des enfants et pas les mettre au champ. Donc il faut trouver la solution pour qu'en effet l'agriculture permette de faire vivre la famille, permette de financer l'éducation. Et il y a des solutions aujourd'hui qui sont en train de se développer dans beaucoup de pays, de coopératives, d'habitants, où avec un couple, on peut demain mieux vivre qu'hier parce qu'on apprend avec cette coopération et on peut créer de la richesse pour payer les études de ses enfants
rester au pays, et ça me semble très important. Il n'y a pas qu'un seul modèle en agriculture, il y a des modèles. Je vais juste répondre à la question sur les crédits bancaires, sur l'accès au crédit bancaire. C'est vrai que le taux d'intérêt des banques déjà sont estimés élevés. Mais si on prend par exemple les microcrédits, c'est encore plus. Et il se trouve que le montant que les microcrédits donnent ne sont même pas adaptés aux capacités, aux besoins des migrants. Les microcrédits, c'est peut-être pour les petits, en tout cas les petites activités économiques que mettent en place les populations ici. Mais en général, les migrants ont besoin de montants qui sont aujourd'hui estimés entre 30 000 et 50 000 euros. Et les fonds qui sont mis en place ciblent plutôt ces montants-là, pas les montants des microcrédits. Voilà. Il y a donc une réflexion, effectivement, une demande à adresser aux banques déjà pour l'accès au crédit, puisque le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant le taux, on n'a pas du tout accès au crédit bancaire. À côté de ça, c'est mettre en place des systèmes de prêts d'honneur. Peut-être qu'il y a des ouvertures, hein, y compris dans le cadre du co-développement, il y a des choses qui se pointent, qui se mettent en place, qui sont programmées en tout cas très bientôt pour ce qui concerne les diasporas. Bien, merci, je pense qu'on peut conclure maintenant. Et, avant de conclure, j'aimerais bien dire à madame que les microfinances, pourquoi les taux sont élevés? Parce que les microfinances s'endettent dans les banques pour endetter les petites PME et PMI. Et le taux de recouvrement est très faible au Mali. C'est ce qui explique que vous avez les taux les plus élevés au Mali. 80% des encours de la banque sont détenus par 20 personnes et qui sont défaillantes. Et on ne fait rien contre eux. Même les banques, aujourd'hui, s'ils portent plainte, ils n'ont jamais raison. Ils sont toujours déboutés de leur plainte, que ce soit au tribunal du commerce, que ce soit à la cour d'appel, à la cour suprême. Aucune banque de la place. S'il y a un banquier qui est dans la salle, qui me dise, est-ce qu'en 2018, il a gagné un procès? Jamais. Ça, c'est la corruption. Tant qu'il y a cette corruption, les microfinances vont toujours coûter cher. Vous avez parlé aussi de retraite. Vous savez, on a les mêmes systèmes de retraite comme en France. C'est la CIPRES qui gère aussi bien les retraites francophones, que ce soit le Mali, la Côte d'Ivoire et tout. Il faut respecter les normes du régulateur, qui est un régulateur international. Et je m'en vais vous dire, si vous n'êtes pas à la retraite, et si vous ne vous battez pas aujourd'hui, dans 5 ans, l'INPS ne pourra pas vous payer ni vos retraites, ni vos allocations familiales. Et si demain les mines ferment, l'INPS fermera après-demain. Ça veut dire que cette structure est très mal gérée. Ils ont un budget de 150 milliards par an. On ne sait pas qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que c'est le directeur qui gère? Est-ce que c'est le ministère de tutelle qui gère? Est-ce que c'est le conseil d'administration de l'INPS qui gère? Demandez, allez-y à l'information, parce que ici, rien n'est digitalisé. L'administration refuse de digitaliser l'administration publique pour que ça ne soit pas transparent. Allez-y regarder à l'INPS, s'il vous plaît. Sinon, vous ne serez pas payé dans 5 ans. Et je pense que on a tout dit. Je remercie les uns et les autres. Je remercie les panélistes, le public aussi. On n'a pas eu beaucoup de temps pour
vraiment faire l'interactivité qui vous permet de prendre conscience de se battre, parce que personne ne viendra se battre à votre place, c'est vous-même. Quand on dit que les Africains, c'est les autres qui viendront le faire, et ils viendront toujours le faire et de la bonne manière parce que vous ne réagissez pas. Merci.